Bonjour à tous. Voilà, nous commençons cette conférence de la Coalition internationale pour la paix. Et donc, merci à tous d'être partie prenante de ces séries de conférences que nous faisons depuis maintenant 2 ans. Je suis Anastasia Battle et avec mes co-modérateurs Denis Small et Denis Speed. Et pourquoi nous avons fait 162 conférences de ce type depuis la création de la Coalition internationale pour la paix, pour un dialogue international de très haut niveau, pour que les gens qui se battent dans leurs pays respectifs depuis quelques années puissent se rencontrer, collaborer, travailler ensemble justement pour cette coalition internationale pour la paix qui est plus que nécessaire. Et peu importe votre philosophie, votre religion, votre système de croyance, mais ici, tout le monde croit à quelque chose, c'est bâtir la paix dans ce monde. Et à travers le dialogue, un processus de dialogue, pour comprendre, arriver à un niveau de compréhension supérieur de la situation et de pouvoir agir pour éviter le pire. Et j'encourage bien sûr tout le monde. Partagez ces invitations, partagez ces conférences par Zoom, sur X, sur Rumble, sur Facebook, sur Telegram, à vos amis, à vos ennemis même raisonnablement. Et on va accueillir tout le monde pour ce dialogue. Et pour commencer, nous avons Helga Tsep-Larouche, qui est la fondatrice de l'Institut Schiller et l'initiatrice de cette coalition internationale pour la paix. Madame Larouche, c'est à vous la parole. Merci Anastasia. Et je souhaite la bienvenue à vous tous. Et malheureusement, cette coalition internationale pour la paix devient de plus en plus importante, malheureusement, parce que nous sommes aujourd'hui, on se dirige vers une catastrophe mondiale imminente. La situation en Iran, bien sûr, et la guerre en Ukraine, évidemment, sont en train de devenir de plus en plus chaudes. Et je pense que si on ne change pas la course de l'histoire, la direction de l'histoire, on va arriver à un point de non-retour, malheureusement, très prochainement. Comme tout le monde le sait, le Memorandum of Understanding, l'accord de compréhension entre l'Iran et les États-Unis, est maintenant pratiquement mort. Et on ne sait même pas s'il ne sera pas déchiré directement. Et les bombardements ont repris de plus belle. Et donc, nous sommes dans une guerre. La guerre va continuer pour la période qui vient et les effets sur l'économie mondiale seront absolument catastrophiques pour faire entrer l'économie mondiale dans une dépression économique avec l'implication immédiate que le système financier et monétaire international, qui est déjà extrêmement fragile, peut exploser dans un bien plus grave que ce qui s'est passé en 2007-2008 et plonger le monde dans un nouveau chaos. Et le sommet de l'OTAN, qui n'a rien fait pour arranger les choses, et à part des perspectives de nouvelles confrontations, le nombre d'accords militaires qui ont été signés montre l'ambiance, l'état d'esprit justement de ceux qui se sont réunis au sommet de l'OTAN. Ils se préparent à la guerre. Et ce qui est le plus dangereux et idiot d'ailleurs, c'était un accord de compréhension qui a été fait entre le ministre de la Défense allemand Pistorius et Peter Hegseth, le ministre de la Guerre américain, qui se sont mis d'accord pour que l'Allemagne achète 400 Tomahawk des États-Unis, des missiles. C'est totalement insensé parce qu'il y avait eu un accord avec le chancelier Scholz et Biden en 2024 au sommet de l'OTAN précédent que les États-Unis vont installer ces Tomahawk, ces missiles Tomahawk, qui ne sont pas des systèmes défensifs, ils ont capacité d'offensive et nucléaire.
Et ça va à 2000 km. Donc ça peut toucher, évidemment, bombarder la Russie. Et cet accord entre Scholz et Biden, et il n'y a eu aucune discussion publique en Allemagne, aucun débat, même au Parlement, ni la population ni le Parlement n'a été consulté pour installer ces missiles d'attaque nucléaire américains sur le sol allemand. Et donc voilà. Et quand le président Trump récemment a annoncé qu'il allait annuler le déploiement de ces Tomahawk, de ces missiles, tous ceux qui étaient intéressés pour maintenir la paix auraient dû être contents et heureux que malheureusement, au sommet de l'OTAN, ce ministre de la Défense, c'est le ministère de la Guerre, surtout pas de la Défense, avec Peter Hegseth, américain, ont remis cet accord sur la table. 400. On parle de 400. C'est 1 milliard de dépensés pour ces missiles. Et la Russie a bien dit que c'était une ligne rouge et flagrante, mais évidemment, beaucoup de lignes rouges ont été brisées ces derniers temps, depuis l'invasion de Kursk en 2024 par l'Ukraine, qui n'aurait pas pu arriver sans le soutien des Occidentaux, des alliés occidentaux, l'attaque sur la triade nucléaire dans le territoire russe, en profondeur sur le territoire russe, et évidemment les tentatives d'assassinat de Poutine en décembre 2025. Et donc, encore une ligne rouge de franchie. Et ça, c'est le danger immédiat. Dans le contexte du sommet de l'OTAN qui vient d'avoir lieu, il y a eu d'autres accords. Je ne vais pas tout détailler, mais un de ceux, ce qu'on appelle l'approche de missiles de longue portée, la nouvelle stratégie de missiles à longue portée de l'Union européenne pour des missiles hypersoniques. Et ils se sont mis d'accord entre la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Pologne et la Suède. Et 10 pays se sont mis d'accord pour la proposition de la Royal Navy britannique des forces conjointes soutenues par le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie, la Pologne, la Suède et la Grande-Bretagne, bien entendu. Et la Pologne attend des dizaines de milliers de militaires américains sur leur sol dans les 2 mois qui viennent, 10 000. Donc voilà ce qui se passe. Tous ces accords multilatéraux qui ont été faits parmi les membres de l'OTAN, ce sont des déploiements de guerre. Ils sont vraiment fous, se préparent de manière totalement effrénée à la guerre qui, pour eux, vient et est inévitable. Et contre la Russie, en 2029 ou peut-être demain matin, si les choses se dégradent. Donc l'état d'esprit de ces instigateurs est clair dans un interview dans l'Économiste, 60 heures. Andrei Melnichenkov, interviewé dans The Economist, un industriel russe très riche, dans une boîte de fertilisants, et il soutenait le gouvernement de Poutine. C'est un oligarque pour garder son business, et il est sorti de la politique, mais il a fait un interview pour The Economist, le journal britannique, que l'Ouest, l'Occident, ne doit pas pousser la Russie vers le chaos, parce que ce qui se passera, il y aura la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe. La tension est maximale. Les gens font ce genre d'interview pour rendre clair qu'ils ont un état d'esprit que la guerre est inévitable contre la Russie et la défaite stratégique de la Russie. C'est l'objectif affiché
mais ça n'arrivera jamais. Si on arrive à ce point-là, alors on aura une guerre nucléaire totale. Parce que imaginez que la Russie va abandonner de sa libre volonté. C'est un rêve, c'est une impossibilité. Et si vous les poussez au bord de la falaise, alors on aura une annihilation globale. Il y aura une guerre totale. Si on regarde toute l'histoire, les déclarations, la simple vérité semble avoir été toute oubliée. Les leçons de l'histoire semblent avoir été complètement oubliées du côté occidental. Et évidemment, au Moyen-Orient, en Iran aussi, une situation est très très chaude. Je pense que juste le fait que la cérémonie funéraire du guide suprême, ça a été même dit dans les médias occidentaux, peut-être 10, 12, 14, certains parlent de 20 millions de personnes qui se sont réunies pour la marche funéraire officielle du guide suprême iranien. Et certains disent 41 millions de gens. C'est un événement qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Et ça devrait dire à ceux qui attaquent l'Iran que tous leurs plans de décapiter le leadership, les dirigeants, d'avoir un changement de régime, de faire soulever la population contre le système, le gouvernement, c'est pas non seulement ça a échoué, mais c'était ridicule comme stratégie. Mais ils croient leur propre vérité et ils reconnaissent même pas quand la réalité leur dit exactement le contraire. Et la population est en train de se solidariser de plus en plus contre l'ennemi commun et suite aux frappes. Et donc, il y a eu évidemment des frappes dans toutes les directions, les États-Unis frappant l'Iran, l'Iran frappant les installations américaines dans les États du Golfe. Et il y a eu plusieurs sites dans la province de Bushehr, et aussi, vous savez, c'est là où il y a la centrale nucléaire de Bushehr. Donc, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement inquiétant. Et le gouvernement iranien a annoncé qu'ils ont été capables de réparer le pont de Téhéran à Marchat, où il y a eu justement l'enterrement de Khamenei. Et ce pont, c'est pas simplement crucial parce qu'il y a un chemin de fer entre Marchat et Téhéran. C'est une infrastructure stratégique d'un corridor de développement de ce qu'on appelle l'initiative Une ceinture, une route. La Chine au Turkménistan vers l'Iran. Et c'est une frappe qui a été vraiment très profonde en Iran. Et ça, c'est pas une surprise. Des cris « mort à Israël »,« mort aux États-Unis », on entendait pendant les funérailles. Et on ne pouvait pas s'attendre à moins que ça. Donc c'est très très chaud. Donc c'est une situation qui est incroyable sur place. Et la seule chose positive que je peux rapporter aujourd'hui, c'est le fait que les pays des BRICS qui essayent de mettre en place un système alternatif au niveau économique, et c'est ce qu'a dit Léon XIV, également a fait cet appel dans son encyclique Magnificat Veritas. Il y a 1,4 milliard de chrétiens dans le monde auxquels ils appellent à la paix, et même les gens qui sont athées qui veulent la paix. Et le pape intervient de manière très puissante, en fait, à travers chacun de ses discours.
Il a reçu la médaille de la liberté à Philadelphie le 4 juillet et a fait un très beau discours où il a appelé de la manière la plus forte à la conscience des Américains pour revenir aux principes donnés par Dieu, comme c'est inscrit dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, que ces droits sont éternels et donnés par Dieu, la poursuite de la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Pas pour simplement les Américains, mais pour le monde entier. Et cette intervention est, je pense, très importante, un appel à tous les Américains, et le pape est conscient. Et il allait le même jour sur l'île de Lampedusa, là où les migrants, malheureusement, les réfugiés, les migrants se trouvent, qui traversent en risquant leur vie la Méditerranée, se retrouvent dans des camps de réfugiés. Il est allé là-bas et il a dit, voilà, on a besoin de traiter les migrants comme des êtres humains normaux et leur donner de la dignité. Il a insisté que la cause de la crise migratoire peut être résolue en amenant le développement dans les pays d'où ces migrants partent. C'est un des sujets que la Coalition internationale pour la paix en fait sa priorité, et même c'est le programme explicite de notre coalition. Et je voudrais m'arrêter là en disant que si on ne change pas les choses rapidement, très bientôt, je suis absolument très inquiète, effrayée, qu'on arrive à un point de non-retour dans la situation stratégique internationale. Donc je vous appelle tous de vous mobiliser, de toucher tous les gens que vous connaissez, toutes les couches de la société, où que vous soyez dans le monde. Merci beaucoup, Madame Larouche. Je voudrais simplement insister sur ce que tu as dit à la fin pour encourager les gens, où qu'ils soient. Commencez à mobiliser les gens autour de vous, vos connaissances. Allez sur notre site instituthealer.org. Faites un don à notre association pour organiser des conférences plus souvent. Merci à tous, mais mobilisez-vous. Merci d'avoir fait cette introduction, Madame Larouche. Maintenant, je voudrais demander à monsieur, notre ami Donald Ramotard, qui est l'ancien président de la Guyana, qui a participé à plusieurs de ces conférences internationales pour la paix. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais partir de là où Elga a terminé, parce qu'en effet, je suis d'accord sur le grand danger dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on a été si proche d'une guerre ces dernières années. Ce qui se passe dans le monde cause tant de souffrance à tant d'êtres humains. La crise migratoire est devenue si grave. C'est devenu une crise globale. Partout, des gens fuient de leur pays. Dans les pays en voie de développement, et évidemment, ils vont vers les pays développés. Et ça, évidemment, ça c'est utilisé à des fins politiques, bien entendu, pour lutter contre, au lieu de régler les problèmes, de lutter contre les migrants. Et on utilise les migrants comme une excuse politique. Dans les médias, dans les émissions télé, on voit ces milliers de gens traversant les déserts, traversant les mers, traversant des montagnes partout dans le monde pour échapper à la guerre, aux guerres, et essayer de survivre dans leur propre pays, essayer de survivre en fuyant les conflits. Parce que ce système des guerres permanentes qu'a mis en place l'Occident, partout au Vietnam, ça a commencé, voilà, partout on a fait la guerre, en Afrique et ailleurs, et donc ça crée tant de souffrances. Cette politique totalement inhumaine qui est faite contre les migrants
alors qu'eux-mêmes déjà souffrent, ils sont rejetés, qui plus est. Et des gens sans scrupules, je le répète, utilisent les migrants comme un outil politique pour leur carrière politique, pour leur succès politique. Et les migrants sont devenus quelque part utiles à ces mouvements extrêmes. En Afrique, en Iran, on l'a vu au Soudan et bien d'autres endroits encore, en Afrique du Sud, qui devient une question très importante sur place. Donc on voit qu'au lieu de disparaître, les conflits s'accroissent. Oui, mais en effet, il faut garder l'espoir, je suis d'accord. Il y a les migrants politiques, les migrants économiques, les migrants à cause de questions climatiques, mais la plupart parlent des zones de combat. Et souvent, c'est à cause de crises économiques où il n'y a pas les moyens de survie sur place. Et c'est un symbole de la situation mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans les Caraïbes, par exemple, c'est une génération perdue parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on pensait qu'on allait enfin avoir la paix et le développement, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé et beaucoup sont partis en Angleterre ou ailleurs et ne sont pas venus et n'ont pas aidé du coup à la reconstruction du pays ou le développement parce qu'il n'y avait rien qui était fait pour cela. Et donc, il y a aussi une émigration qui est due au fait que comme il n'y a pas de développement, on va chercher une meilleure vie ou un travail ailleurs. Et ils se sont installés ensuite. Et aujourd'hui, il y a l'obligation quelque part que cette diaspora puisse un jour revenir pour aider justement à relever, à développer, à construire, à bâtir rebâtir notre pays. Et de toute façon, avec la crise, si les extrêmes passent, ces gens-là se feront virer, donc ils n'auront pas le choix de revenir. On sait, tous les peuples de l'Amérique latine fuient aux États-Unis parce qu'on a détruit, les États-Unis ont détruit, avec des coups d'État militaires au Guatemala, Honduras, Chili, Argentine, Brésil, tous les pays d'Amérique latine ont subi des coups d'État, des changements de régime qui n'ont pas permis de se développer. Et aujourd'hui, la plupart des latino-américains ont fui aux États-Unis pour survivre. Et donc, aujourd'hui, cette population-là, il y a un autre aspect de la migration. Alors, known as the brain drain generation, where people. Et il y a une génération aujourd'hui qui sont très qualifiés, qui sont ciblés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont qualifiés et au lieu de rester dans leur pays pour le développer, ils sont ciblés pour être recrutés aux États-Unis ou ailleurs parce qu'ils sont payés moins cher. Et la plupart des... je crois que c'est 17% des jeunes qui sont diplômés dans l'université de Guyana sont recrutés directement par des agences américaines et autres pour partir, quitter le pays.
Vous allez à Chicago, par exemple, vous avez beaucoup de docteurs qui sont éthiopiens, qui viennent d'Éthiopie parce qu'on va les recruter là-bas et on les paye moins cher. Donc il y a aussi cette émigration qui est quelque part qui est choisie par les Américains, les Européens. On va chercher les gens formés pour les emmener chez nous et ils n'ont pas la possibilité de développer leur pays. Donc ça renforce le phénomène de sous-développement ou de non-développement des pays concernés. Puisqu'on sait que l'Éthiopie manque de docteurs. Par contre, il y a beaucoup de docteurs éthiopiens à Chicago. Voilà, c'est un exemple. Et ça se passe partout dans le monde. Mais il y a des effets à cause des sanctions, aussi les sanctions économiques qui ont été imposées sur certains pays, qui ont engendré des souffrances sociales et économiques très graves. Cuba aujourd'hui est totalement détruit, a tout le potentiel d'un capital humain, ils peuvent se développer rapidement, mettre fin à la pauvreté, si on les laisse faire et on retire les sanctions qui les ont détruits économiquement. Mais les sanctions économiques, c'est les pires qui ont été imposées à un pays. Le blocage de pétrole, d'essence, toutes les sanctions, tout ça engendre énormément de souffrance et pousse à nouveau justement un des facteurs aussi de migration très importante parce qu'ils sont obligés de partir, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vie digne, une vie décente. Alors que le pays a tous les potentiels. J'ai rencontré dans un café à Georgetown un Cubain qui parle, il parle japonais, il était très qualifié, il parle plusieurs langues couramment, mais il n'a pas de boulot. Il est obligé de faire ce genre de boulot dans un café pour survivre. Donc l'effet de ces sanctions économiques aussi, cette hostilité permanente, condamne des populations en masse de vivre et de survivre. Et en particulier les sanctions économiques. Et on va discuter des solutions, on en avait discuté ici, on était plus ou moins d'accord, ça a été très bien exprimé par Madame Larouche sur le besoin du développement de ces pays. Parce que si on veut arrêter l'émigration économique, on doit donner à ces pays la possibilité de développement, développer leurs ressources dans l'intérêt de leur peuple et de trouver une manière de mettre fin à la super-exploitation des pays du Sud, des matières premières, des ressources naturelles qui sont aujourd'hui exploitées par des puissances étrangères. Alors, ils produisent du pétrole, on produit de l'or. Là, on a trouvé de l'uranium. Et donc, il faut qu'on puisse contrôler les ressources, nos ressources. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de le faire industriellement parlant, techniquement parlant, parce qu'on n'a pas développé les moyens. Donc, il faut qu'on puisse développer l'ensemble des infrastructures d'industrie pétrochimique, nos propres capacités de raffinerie, l'uranium, l'utilisation de l'uranium, par exemple pour c'est les États-Unis, le Canada, qui aujourd'hui s'y intéressent et ont les moyens de l'accaparer. Nos ressources naturelles ne sont pas utilisées pour notre bénéfice, fondamentalement parlant, nulle part. Ça, c'est le cas de presque 100% des pays non développés, parce que ces pays sont oppressés. À cause des Européens, à cause des Américains, à cause des... Et eux, ils utilisent ces matières premières pour faire des armes, pour faire des rafales, pour faire des avions de chasse, pour faire des tanks.
Et donc, c'est même pas utilisé pour la paix ou le développement, c'est utilisé pour la guerre. Et la question du contrôle des ressources naturelles est fondamentale. C'est typiquement une politique néocoloniale auquel on assiste aujourd'hui et qu'il faut combattre et qu'il faut faire tomber. Et juste pour dire, finalement, là où il y a la possibilité comme on voit avec l'initiative Une ceinture, une route de la Chine, les nouvelles routes de la soie, on voit l'hostilité tout de suite qui est contre la Chine, qui essaie de créer que la Chine, on dit que la Chine veut dominer le monde avec ces nouvelles routes de la soie, que c'est la menace numéro un, qui c'est une menace pour les pays qui travaillent avec la Chine. Et ils utilisent les mass médias, les médias de masse, pour critiquer la Chine et faire un narratif qui n'a rien à voir avec la réalité et les intentions de la Chine. Alors que la Chine est un grand contributeur dans les infrastructures, par exemple, pour améliorer la condition de vie des gens. Mais on parle d'intérêts. C'est quoi les intérêts internationaux? On parle d'intérêt national, mais les intérêts internationaux aujourd'hui priment. Et peut-être on pourra en rediscuter. C'est qu'il n'y a aucune manière que les intérêts internationaux peuvent détruire encore un autre pays. Et les intérêts internationaux sont contradictoires avec les intérêts nationaux à ce jour, quand on voit les politiques qui sont menées. C'est pour ça que la coalition internationale pour la paix est fondamentale de se militer, parce que c'est beaucoup de souffrances qui durent et qui perdurent. Et seule la paix permettra justement de mettre fin à ce néocolonialisme et sortir l'humanité d'un danger d'une catastrophe nucléaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Président Ramotar. Je rappelle qu'il est l'ancien président de Guyana. Très bonne analyse de différentes sources de la migration et des migrants en masse. Très bonne analyse. Et voilà pourquoi tant de pays sont sortis du colonialisme et voulaient se développer. Aujourd'hui, sont rattrapés par le néocolonialisme. Merci beaucoup, Président Ramotar. Je voudrais demander à la prochaine, Jack Gilroy, qui fait partie des vétérans pour la paix, et membre de Pax Christi International, la paix, l'association pour la paix, une association chrétienne. Et donc, on est très content de vous avoir parmi nous. On vous donne la parole. Merci Anastasia, merci à tous. Merci à Madame Larouche et tous ceux qui travaillent à organiser ces conférences. Et c'est vraiment unique, une organisation unique qui est focalisée permanence sur la paix. J'apprécie énormément cela. Et voilà. Et moi, je voudrais dire, par rapport à ce qu'a dit Madame Larouche et la plupart de vous depuis si longtemps, c'est la question de l'armement nucléaire. Je ne vais pas rencontrer toute mon histoire, mais j'ai été impliqué dans ça, dans la protestation, dans la contestation, dans les actions d'éducation, de pédagogie. Et Léon XIV est totalement, Jean XXIII en 1962 a été fondamental pour stopper la crise, ce qu'on appelle la crise la plus grande, la crise des missiles de Cuba. C'est Jean XXIII, à l'époque le pape, en 1962, qui a convaincu Khrouchtchev et Kennedy de discuter et de ne pas en arriver à l'utilisation des armes nucléaires et de ramener les missiles, de virer les missiles de Cuba. Et des sites de missiles avaient été développés à Cuba à l'époque, on connaît l'histoire, avec des ingénieurs déployés sur place. Et aujourd'hui, il y avait des bateaux aussi russes qui transportaient des missiles intermédiaires
qui allait aussi être mis à Cuba et qui pouvait frapper New York, Washington, voilà. Donc c'était très chaud. Et John Fitzgerald Kennedy, son frère Robert McNamara, et il y avait toute une équipe autour de lui, ont eu un ensemble de discussions. Ils ont dit, c'était de dire aux Soviétiques qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs bateaux derrière, après une ligne qu'ils avaient tracée. Et j'étais enseignant, moi, à l'école. Et une fille avait pris un cachet d'aspirine, a fait un malaise, parce qu'il y avait une anxiété qui était totale chez les jeunes. On les préparait à la guerre nucléaire. Les jeunes étaient totalement terrorisés. Et sans l'intervention de Jean 23, tout cela aurait terminé très mal. Et un ami de Kennedy, il a dit, va voir le pape, Jean 23. Et que Cousin, l'ami de John Fitzgerald Kennedy, est allé voir Jean 23. Et il a dit, comment on peut faire créer un canal de discussion avec les soviétiques? Et le pape, en quelques jours, a fait une émission radio sur la radio du Vatican. Et dans cette émission radio, et c'était publié dans la Pravda de l'Union soviétique, le journal du Parti communiste. Et c'était important, parce que les gens en Russie étaient capables de lire que quelqu'un à l'extérieur de l'Union soviétique avait un sens moral et élevé le débat alors que tout le monde se préparait à un désastre nucléaire. Et donc ça a été un geste très important qui a été fait par la Pravda de traduire ce discours. Et Cousins a passé le message au pape et à Khrouchtchev que les leaders du monde qui avaient l'arme nucléaire à l'époque, ne soyez pas sourds au cri de l'humanité. Le cri de l'humanité. Ça a touché Khrouchtchev. Parce qu'il a pensé à l'humanité et pas simplement à l'Union soviétique. Et c'est une bonne leçon pour aujourd'hui, je pense, parce que certains individus pourraient être les Norman Cousins de notre époque, ou John Wester, l'archevêque, en 2026, a été prof de l'année par Pax Christi, notre association. Il est de Los Alamos, ce qui est très important, parce que c'est là où a commencé toute l'histoire du nucléaire. Et il y a encore le laboratoire d'amélioration aujourd'hui de développement. Et il s'est opposé à ce business du nucléaire depuis toujours. Et il serait un excellent négociateur. Est-ce que Trump, est-ce que Poutine, Xi Jinping veulent s'asseoir? On ne sait pas encore pour l'instant. Mais il faut une pression qui vienne de quelque part. Ils peuvent se rencontrer au Vatican. C'est l'endroit où il y a la diplomatie depuis très longtemps. Le Vatican a des ambassadeurs partout dans le monde. Donc, dans plus de 170 pays. Et ne pas se taire, Léon XIV ne se tait pas comme Jean XXIII ne s'est pas tué à l'époque. Ils ont pris un leadership moral. Et Léon XIV, aujourd'hui, a vraiment parlé très fort, ça a été dit par Mme Larouche, son opposition à la guerre nucléaire, il l'a dit explicitement. Et l'Institut Schiller joue un rôle très important justement dans ce combat également. Et mon organisation, Pax Christi États-Unis et Pax Christi International, où on a un bureau en Belgique, et on travaille avec des organisations musulmanes ici et partout dans le monde.
Et aussi un autre groupe pour la réconciliation des religions qui date des années 50. Et on travaille tous ensemble actuellement, nous les vétérans pour la paix, qui sont constamment en train d'appeler à la paix, de s'opposer à la guerre et pour la diplomatie. Donc je demande d'être confiant. Et la situation c'est vital. La Pologne demande l'arme nucléaire à la frontière de la Russie. Donc c'est la Finlande travaille également pour réajuster leur constitution pour autoriser l'arme nucléaire à leurs frontières. C'est de la folie. C'est de la folie. Les canons d'août, comme on dit, les canons de juillet, là on est dans la période des canons. C'est ce genre de moment. On doit avoir des voix qui se lèvent, des voix pour parler au nom de l'humanité. Et je pense que Léon XIV, je propose qu'il soit cette personne qui parle. Merci beaucoup, Monsieur Jack Gilroy, donc vétéran, l'association Vétérans pour la paix et Pax Christi. Peut-être Madame Larouche veut répondre avant que Monsieur Gilroy puisse partir, parce que je crois qu'il doit nous quitter rapidement. Oui. Je voulais simplement dire quelque chose. Moi, je fais l'effort de l'Institut Schiller pour cette initiative. Oui, envoyez-moi ce que vous avez écrit, publié. Pour nous, on va vous soutenir et le faire circuler partout dans le monde, là où on est présent. Merci à vous. Merci, Monsieur Gilroy, d'avoir pris le temps de venir participer à cette coalition internationale pour la paix. C'était très intéressant. Nous allons continuer avec l'intervenant suivant. Merci, je vous quitte. Édouard Husson, professeur de France, historien et éditeur en chef d'une lettre d'information. À vous la parole. On est très content de vous avoir pour la première fois dans cette réunion. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis historien, un académicien de formation. Et le jugement est parfois injuste. Des fois, c'est pour dire la vérité, les générations futures vont décrire un président américain qui déclare la guerre a exprimé sa surprise de voir et donc des leaders religieux. Et les Américains, le président américain, je pensais qu'il le détestait. Alors je cible pas le président américain actuel, c'est son second mandat, on l'a vu. Contrairement à l'attente de ses votants, aujourd'hui, il est en phase avec la classe dirigeante et des prédécesseurs, avec l'omnipotence, l'omniprésence de traiter toutes les autres nations, aussi puissantes qu'elles soient, ne veut pas les traiter en égal. Donald Trump a dit dans un journal israélien Axios que les Américains se sont retenus de frapper les dirigeants iraniens pendant les funérailles du président Khamenei. Donc, il y avait, comme on l'a dit, des millions de gens dans les rues et ils disent oh non, on n'a pas voulu frapper, mais ils auraient pu. Donc, vous voyez la folie. Et il était d'accord entre Washington et Téhéran
de laisser les funérailles avoir lieu. Mais les États-Unis ont relancé la guerre, et même avant que les funérailles aient lieu. Donc les leaders américains, c'est pas simplement les leaders américains, c'est les leaders occidentaux en général. Ils ne savent pas comment gagner la guerre qu'ils ont commencée, mais ils ne savent pas non plus faire la paix. Ils ne savent pas gagner la guerre et ils ne veulent pas la paix. Ils ne savent pas comment créer la paix et ils ne veulent pas la paix. Regardez l'Iran, l'Ukraine. Dans les deux cas, tous les experts vont dire que ces guerres sont perdues. Mais en Europe, on insiste de maintenir la guerre et prendre le risque de faire plonger le monde dans une crise économique sans précédent. Et ils n'ont pas d'autre moyen de maintenir leurs propres privilèges que d'aller écraser les autres. Et j'ai discuté avec un expert du Bangladesh qui était très concerné, son inquiétude que l'influence américaine a divisé à l'intérieur du pays. Et il m'a dit, de manière très claire, c'est comme en Ukraine, après le coup d'État de Maïdan. Quel est le but de cela? Ils veulent recréer un conflit entre la Chine et l'Inde. C'est encore ça qui est joué au Bangladesh, Ukraine, Bangladesh. Et en tant qu'historien, on voit les Anglo-Américains, leur géopolitique. C'est vraiment arriéré. Ça revient à les théories de Mackinder. Vous savez, vous connaissez ce sujet de déstabilisation permanente. Mais les funérailles de Ali Khamenei, je pense qu'il est difficile de saisir la grandeur on dit 30 millions, peut-être 40 millions, traversant l'Iran, l'Irak, pour honorer la mémoire d'un leader assassiné. Je suis tout à fait d'accord, c'est sans précédent, je pense, dans l'histoire. Et en tant qu'historien, aussi significatif, selon moi, que la chute du mur de Berlin. Les Iraniens, les Irakiens se sont unis pour faire comprendre au monde ce que le monde sent déjà. Que la paix est possible, que la diplomatie n'est pas simplement nécessaire, mais dans un monde saturé d'armes de destruction massive, le seul moyen nécessaire raisonnable, c'est la diplomatie. Je voyage régulièrement l'école internationale de diplomatie, Sapiens, et j'ai vu que sur tous les continents, les gens partagent la même vision. C'est possible de créer un monde multicivilisationnel basé sur la paix et le compromis. Mais comment on peut mettre fin à la tyrannie de cette minorité tyrannique et réorganiser le système bancaire, réorganiser le dialogue des civilisations? Mais je voudrais insister, et je parle en tant que Français, j'habite en Occident, le besoin de libérer nos esprits. On parle d'armes de destruction massive et on a raison d'en parler, de les craindre. Mais il y a une autre arme qui est bien plus dangereuse, qui est utilisée par les gouvernements occidentaux. C'est invisible, c'est la guerre psychologique, la manipulation des esprits. Les propagandes a fait qu'on déteste par essence l'islam. On ne considère pas la perspective russe parce qu'il y a eu de la propagande de masse. On a dit que Poutine était... on doit détester Poutine et c'est tout. Voilà, c'est la seule ligne. Donc ces gens contrôlent les esprits et ne veulent pas reconnaître ce qui s'est passé en Ukraine. Et les gens ukrainiens sont en train de mourir en masse pour défendre les privilèges d'une minorité en Occident. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans le monde. Selon moi, on doit réaliser que dans un monde qui est de plus en plus se rebeller contre le monde occidental, c'est très important pour les gens d'Europe,
l'Amérique du Nord de se libérer de ces chaînes psychologiques imposées par leurs médias et les leaders. Et si on veut éviter une catastrophe militaire, c'est à nous, c'est nous les Occidentaux qui devons prendre la responsabilité de se réveiller, refuser, diviser pour mieux régner, ce qu'on nous a appris à aider, à haïr les autres, à détester les autres civilisations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Édouard Husson. Beaucoup apprécié cette idée. En effet, c'est ça. Il faut se libérer nos esprits. Je pense que c'est même la chose primordiale qui doit être faite aujourd'hui. Parce qu'on parle de la destruction de l'humanité, qui est la destruction de nos esprits, nous empêche justement d'éviter cette catastrophe humaine. Et on doit travailler sur ça, évidemment. Merci beaucoup pour cela. Je voudrais maintenant peut-être on va passer une vidéo, peut-être que nous a envoyé Chandra, qui avait déjà participé à une de nos émissions. Elle est de la Malaisie, c'est la présidente du mouvement international pour un monde juste en Malaisie. Friends, peace be with you. Bonjour. In this brief presentation, dans cette présentation rapide de la crise la plus importante auquel fait face l'humanité, je regarde la situation avec un échéancier qui est très pressant. C'est connecté. La crise la plus grave que connaît l'humanité, c'est une crise qui est liée à la question palestinienne, bien entendu, et ses ramifications, ses répercussions au Liban, l'Irak, l'Iran, bien sûr, au Yémen, tous les autres pays, en fait. Et on doit garder cette perspective en tête, parce que c'est là qu'il y a quelque chose à faire. La dépossession du peuple palestinien. Il y a un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU qui montre les choses les plus horribles qui sont faites au peuple palestinien. Et tout est relié à cette question, la dépossession du peuple, de ces terres. Et le Conseil de sécurité, on lui demande ce qu'il veut faire là-dessus, mais personne ne répond. Avant que les choses ne soient encore plus graves qu'elles ne sont actuellement. Et donc, le plus grand obstacle pour résoudre ce défi, c'est Israël, bien entendu, qui ne veut pas reconnaître la situation, et les États-Unis d'Amérique, bien entendu, qui travaillent avec Israël, les complices, qui financent, qui donnent des armes. Et c'est la superpuissance mondiale d'aujourd'hui. Parce que l'humanité aujourd'hui doit résoudre cette question si on veut la paix. Voilà, si on ne résout pas la crise palestinienne, si on laisse faire, on ne résoudra aucune crise. Si on laisse un peuple se faire déposséder, alors on laissera d'autres peuples. Et personne n'y s'y oppose aujourd'hui. Personne s'oppose à Israël et c'est très mauvais pour les États-Unis même. Pas besoin d'être ingénieur dans l'aérospatiale pour comprendre qu'on peut faire la paix là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait?
we have to restore the rights of the Palestinian people, restaurer les droits des Palestiniens, human rights in their entirety, the right of Les droits return, humains également. Il faut the respecter le right droit au to retour, their dignity, their sovereignty, and their le droit à la independence. dignité, à la All were souveraineté in the et à UN l'indépendance. resolutions in the past. Et cela a été It's dit par here plusieurs that we résolutions de have l'ONU dans le passé. recent UN Security Council Et on a report. eu le Conseil de Is sécurité de l'ONU qui a fait un rapport summary of récemment all the injustices done, et but at the same time, it's il parle also pointing d'injustices to qui the ont same été faites solution. I mean, you have to restore the rights of the et Palestinians. cela What that parle means de is a restaurer le global droit des campaign Palestiniens. where Mais people pour everywhere cela, pour que cela arrive réellement, nous devons avoir une campagne globale internationale de gens qui se battent given pour the la paix. situation, people in the United States of America have got a very big role to play because Et les gens aux États-Unis, la if the population United qui States vit aux États-Unis a un rôle très important à jouer is pour faire que cela arrive. the challenge and Car si les this is the États-Unis solution, décident and they que work c'est towards un that, défi à then that will accomplir, persuade et si Israel les États-Unis that travaillent pour maximum accomplir cela, influence upon alors ils Israel peuvent and other exercer countries une influence to maximum support sur to help Israël to pour recognize the faire en rights sorte of que the cela Palestinians. arrive, pour reconnaître le droit des Palestiniens. What we have failed to do is to mobilize global public opinion. Nous devons donc mobiliser l'opinion Given the structures publique of mondiale. C'est très structures difficile of étant donné les power within structures the United de States of America puissance, and Israel. particulièrement avec We've seen ce this. qui se passe We've aux seen this, États-Unis. Mais where nous avons we vu find cela. all sorts of injustices take place. Most On glaring a- being what happened in Gaza. Nous voyons les injustices, nous voyons ce qui se passe à Gaza. Children get killed. 20,000 Les children enfants killed sont in Gaza. tués. 70,000 people have been killed since October 7th. 70 000 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre 2023. Et le monde ne fait rien, car nous ne sommes pas prêts à nous lever face aux États-Unis et à Israël et dire, voilà la solution. Est-ce que vous voulez arrêter de mettre le monde dans le chaos ou est-ce que vous allez faire en sorte de résoudre la situation? Et si les gens partout parlent haut et fort, se mobilisent et se battent vraiment pour la paix, pour la dignité humaine, pour les droits humains et pour une paix qui fonctionne avec le développement. Alors nous verrons des changements concrets. Cela doit être fait. Nous devons faire cela. Je pense qu'il y a de l'espoir. Et il y a des problèmes qui ont été adressés, des solutions dont on a parlé. Ce qu'il manque, c'est la volonté collective de toute la famille humaine pour amener ces solutions. Donc la question, ce n'est pas débattre et débattre et débattre encore et encore. Nous connaissons les solutions. Mais si les États-Unis ne sont pas prêts à agir pour les solutions, si Israël ne sont pas prêts à agir pour des solutions, nous devons prendre des mesures comme le boycott, par exemple, expulser Israël de l'ONU. Et on ne voudrait pas en arriver là, mais il faut à un moment donné prendre des actions concrètes, menacer de le faire, car nous ne pouvons pas laisser continuer ces horreurs. Je suis heureux que le Conseil de sécurité de l'ONU ait pris cette résolution, car le Conseil de sécurité a toujours eu des vétos, et l'un d'eux, donc les États-Unis d'Amérique, aurait pu utiliser son veto cette fois-ci, mais apparemment ils ne l'ont pas fait. Donc j'ai le sentiment que nous devons augmenter la mobilisation, augmenter la pression sur les États-Unis à ce point-ci. Cela veut dire donc une mobilisation globale, massive. Les groupes politiques, les institutions, les associations, les agences institutionnelles, tout le monde doit se mobiliser. Car si toute communauté humaine, toute communauté humaine a droit
à la justice, eh bien, la communauté humaine qui a le plus souffert dans le monde, c'est la Palestine, même s'il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et nous devons nous lever et nous battre pour la justice. Merci beaucoup, Chandra Mustafa. C'est toujours important d'entendre ce que vous avez à dire et ce que vous faites avec votre organisation et tout ce que vous faites à travers le monde. C'est très important. Et maintenant, je vais donner... Oh, excuse me, French, you're in the wrong channel. Thank you very much. All right, please go ahead, Dennis. Okay, very good. Hi, Larry. Are you there? Can you hear me? Yeah, I hear you. Okay, we don't see you. We can hear you though. Donc, That's nous probably a avons good thing. Larry Johnson. That's better. Nous le So, voyons à two présent. things. First, by way Deux- of introducing Larry to Deux our choses. audience, Donc, for those pour of you who don't introduire know, Larry he's Johnson retired CIA à analyst, l'audience, il est prominent ancien in analyste VIPS. de la I CIA recently learned that you guys et don't say VIPS, you say VIPS. So, anyway, VIPS, veteran Well, intelligence, les actually, I say VIPs, but I'm lazy. You know, I'm an VIPs, outlier. vétérans Okay. ou VIPS ou In any VIPS, event, vétérans it's du a more renseignement important pour un group retour à la raison, in bringing sanity Veteran Intelligence to the Professionals for international Sanity. intelligence analysis, and we'll be hearing Donc, from il était Larry in a responsable de minute. la CIA, Let me just say two things. First, donc à la retraite by way aujourd'hui, of setting the membre de stage, cette so you know association. what has been Donc, discussed so far, Larry, is Helga began oui, by parce qu'il vient de nous rejoindre, donc il lui explique que Helga, en commençant cette réunion aujourd'hui, a dit que, étant donné la situation tragique dans le monde, la situation, notre mobilisation à la Coalition pour la paix est d'autant plus urgente. La mobilisation autour de l'Iran et donc la situation, le danger de la guerre contre l'Iran et tous les Anglo-Américains, les Britanniques aussi par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et il y a aussi une volonté de détruire la Russie de la part de l'OTAN, clairement. Et donc, il faut voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et aussi, il faut voir ce que fit le pape Léon XIV, qui a ses appels pour la paix, où le pape est allé à Lampedusa, qui est le lieu où tant de migrants arrivent. Quand ils arrivent en Europe, beaucoup arrivent par là, sur cette île italienne. Donc, le pape a voulu aller les voir. Et c'est une question centrale de la dignité humaine, la question de la dignité humaine. Il a insisté de manière répétée que l'homme est créé à l'image du Créateur. Et le pape a insisté sur un autre point que Helga et l'Institut Schiller ont beaucoup insisté également, qu'il faut faire face aux désastres économiques qui ont lieu dans ces pays, d'où les migrants partent pour comprendre la situation, et il faut résoudre cette situation tragique dans ces pays. Et avant de vous passer le micro, je voudrais avoir un commentaire rapide avec quelques graphiques pour donner une approche, une idée sur le côté économique de cette situation. Donc on va voir, il va partager son écran. Pour l'instant, on ne les voit pas. Ah voilà. On voit la population du Mexique, émigration du Mexique et d'Amérique centrale vers les États-Unis, j'imagine. Et donc, il parle du potentiel relatif de densité démographique, le terme qu'a créé Larouche. Eh bien, dans ces pays-là, ce potentiel de densité démographique a été détruit. Au Mexique, la population, c'est 128,5 millions. Et aux États-Unis, il y a 11 millions de Mexicains de la première génération.
C'est 8,6% des 128 millions qui vivent, 5 qui vivent au Mexique. Et si on compte la première et la troisième génération de Mexicains qui sont nés aux États-Unis, de parents qui ont émigré, eh bien, on en est à 38 millions d'habitants, ce qui représente à ce moment-là 29,6% de la population mexicaine. Look at what this looks like in a country like Mexico. This is what has happened to the Donc, il montre collapse of basic ce food qui s'est production passé from au Mexico Mexique from sur 1981 la 1982 when local chute de tortilla la production left office mexicaine through 2022. depuis You're going to see a 1982, complete quand López collapse in Portillo a tortilla quitté la production. présidence How are they gonna mexicaine. eat? This is free Donc, trade comment est-ce policies. This que is les Wall gens Street vont pouvoir policies. manger au Mexique And dans if you ces look at conditions? this also in terms of these four Si vous different regardez cela categories, aussi if par you look at rapport à what the population 4 would have différentes been with the migrants catégories, who were forced to flee, you can see that, I mean, these are staple crops in Mexico. This is what people eat to on live. voit Beans dropped from an index of 100 que down to on voit about différents, 32 and change. le Like a riz et two-thirds différents fall autres off in bean céréales, production in en fait, Mexico per dont la capita. production Corn drastic s'est drop, écroulée rice au Mexique the depuis worst still. 1981. Wheat, these are all On essentials. voit, So on voit une chute. these are the Donc, kinds il dit of le pire, issues c'est that le are on the riz, table, and I justement. want to mention now, just so people are aware of it, on July 31st, the IPC, along with Executive Et là, Intelligence il dit Review, que who la co-sponsored coalition an internationale pour emergency la paix roundtable avec discussion, l'EIR two-panel va discussion organiser une table ronde on that day, d'urgence de 2 to sessions discuss the question of immigration, the crisis le behind it, 31 how to juillet, solve it, vendredi and in 31 particular, the juillet. importance Ce sera of the folks at SIPRI and what à they la will be même heure doing in this area in que la particular. coalition pour la So paix that, by habituelle, way donc of tous les sort of vendredis à shaking 17 some of the heures. discussion and Ce turning sera the floor également à over to you, 17 heures et ça Christopher. sera également sur le même lien de connexion. Il y aura 2 sessions. Denis Speed dit que Édouard Husson est avec nous aujourd'hui et qu'il a dit quelque chose très important, c'est que les leaders occidentaux ne savent pas comment gagner les guerres qu'ils ont commencées et qu'ils ne veulent pas la paix. Il a dit aussi sur la folie de Donald Trump. Il a exprimé la surprise qu'il y ait tant de gens, en fait, Donald Trump qui aillent à l'enterrement, aux funérailles, aux commémorations en Iran. Donc, je voulais aussi parler de cela avant que Larry Johnson, pour que Larry Johnson en ait un sens avant qu'il intervienne. Donc Larry Johnson commence. Il y a des gens qui peuvent se souvenir de la première fois que Mohamed Ali a commencé à perdre une bataille. Et ensuite, il a continué à perdre comme Mike Tyson aussi, par exemple. Ou Maradona. Les États-Unis sont dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes fait croire que nous sommes les plus puissants dans le monde, les militaires les plus puissants dans le monde, que donc nous sommes invisibles et que donc personne ne peut nous arrêter. Et là, donc, nous sommes dans les... Je vais commencer en mai 2025, je vais aller jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu les Houthis qui ont arrêté la marine américaine dans la mer Rouge. Et maintenant, nous voyons que l'Iran arrive à défaire toute la force complète des États-Unis et d'Israël. Et le problème, c'est que les États-Unis n'ont pas de réponse à cela. Et j'ai vu des généraux à la retraite. Et je suis choqué qu'ils disent qu'il faut une invasion terrestre de l'Iran. Mais comment vous allez mettre les troupes là-bas? Nous n'avons pas de transport le permettant.
and then put them on the ground and then sustain them with a logistics line. Et donc, nous n'avons pas la logistique pour mettre les troupes sur le terrain et les maintenir ensuite, maintenir la logistique sur le terrain après. C'est juste de la folie. Et les militaires américains et ne sont pas prêts à ce qui se passe actuellement. Vous pouvez vous souvenir qu'en 2003, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, ça a pris 11 à 12 mois pour réunir des troupes au Koweït et en Arabie Saoudite. Et Saddam Hussein avait des missiles Scud apparemment, mais il n'y a pas eu quoi que ce soit. En fait, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Donc les troupes américaines ont pu s'installer comme ça, rentrer tranquillement. En fait, il n'y a eu aucune résistance face à eux, donc c'était facile en fait. Mais aujourd'hui, ils seraient bombardés par des drones, par des missiles balistiques, des missiles hypersoniques, pour lesquels les États-Unis n'ont aucune défense. Donc, nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas assembler des troupes, et cela ignore aussi l'autre partie de l'équation, que nous n'avons pas. Nous avons entre 600. Nous n'avons pas les troupes suffisantes. Donc, si vous voulez envahir un pays, vous devez avoir l'avantage pour pouvoir le faire. Comme la force, par exemple, il parle de l'Ukraine, non, de l'Iran. 1 million, ils ont 1 million entre les différentes groupes armés, ils ont 1 million de soldats, quoi. Et nous n'avons rien qui approche cela. Nous voyons les limites de la puissance navale aérienne, les porte-avions. Et maintenant, ces porte-avions, ils ne peuvent plus entrer dans le golfe Persique. En 1987, l'un de mes vieux amis était un commandant des Navy SEAL. Il a mené une force d'opération spéciale qui devait arrêter les Iraniens. Les Iraniens étaient les hommes iraniens sont rentrés dans le golfe Persique, sont allés à Bahreïn à l'époque de cette guerre. Ils sont repartis. Ils n'ont pas eu d'attaque de drones, d'attaque de missiles, d'attaque sous-marine. C'était pendant la guerre Iran-Irak. Et l'Iran n'avait pas les capacités de les attaquer à l'époque. Mais maintenant, c'est totalement différent. C'est pour cela que les États-Unis sont frustrés de ne pas réussir à ouvrir le détroit d'Ormuz, car l'Iran a des moyens de contrôle. Beaucoup de sous-marins, de drones sous-marins, des drones aussi à la surface, du nombre de missiles, des drones aériens, des missiles de croisière, des missiles balistiques à courte portée et à moyenne portée. Donc, on ne peut pas passer, les États-Unis ne peuvent pas passer dans le détroit d'Ormuz sans leur permission. On dit que les États-Unis pourraient défaire cela. Nous pourrions peut-être, si nous dépensions 3 000 milliards de dollars, peut-être, nous pourrions peut-être, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être devenir capables de le faire. Mais cela vient à la question qu'aucun pays dans le monde n'a le moyen de dépenser des sommes illimitées d'argent pour la guerre sans s'autodétruire lui-même. Mais vraiment, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes entrés dans un monde d'illusions, où on se donne l'illusion, on ne veut pas faire face à la réalité, que ce soit par rapport à l'Iran, le golfe Persique et aussi par rapport à la guerre en Ukraine. La Russie, et peut-être vous avez noté ou pas, que cette semaine, la Russie a arrêté d'utiliser le terme opération spéciale
Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, en a parlé deux fois successives comme une guerre. Donc la Russie y fait face maintenant comme une guerre et non pas comme une opération militaire spéciale. Ils ont les ressources actuelles en termes de profondeur stratégique, de remplacement de soldats. Leur industrie est active au plus haut niveau. Ils ont des avantages décisifs dans l'artillerie. Ils ont un avantage de 2,5 à 1 face à l'Ukraine. L'Ukraine 23,4 millions, c'est le nombre de frappes qu'a fait la Russie depuis le début de la guerre, énormément plus que l'Ukraine. Les États-Unis ont des usines, la Russie a énormément d'usines pour produire des armes, des munitions. Et donc, il parle des Fat Light Bombs, des bombes qui peuvent... C'est un style un peu soviétique d'armes, mais elles peuvent être lancées de... Elles sont 500 kilos. La plus grande, c'est 300 kilos. Quand elles sont lancées sur des endroits défensifs en Ukraine, sur des soldats, et les soldats disparaissent, les structures sont détruites, les structures frappées. Et maintenant, il y a cette propagande en Occident qui dit que la Russie perd, que l'Ukraine gagne. Lundi, il y avait Alexander Stubb, le président de la Finlande, sur CNBC, qui disait « l'Ukraine a gagné ». Il a dit « l'Ukraine a gagné ». Il n'a pas dit « l'Ukraine est en train de gagner ». L'Ukraine va gagner. Il a dit « l'Ukraine a gagné ». Excusez-moi, mais c'est vraiment une merde d'illusion de se faire croire des choses. C'est dans ça qu'est l'Occident. J'ai vu une missive d'un autre de ces fanatiques qui a été actif dans l'immobilier. Il écrit, je sais pas quoi, il fait quelque chose avec un ancien chef de Google, quelqu'un qui est dans Wall Street. Il dit que la Russie perd, que la Russie est en dévastation, elle est en retraite. Et je lui ai dit « Hey Joe, écoute, merci beaucoup. Je vais l'envoyer au général Jaluzny il appréciera de savoir qu'il a tort. Le général Jaluzny, c'est l'ancien commandant suprême de l'armée ukrainienne, actuellement l'ambassadeur ukrainien à Londres. Et il vient d'écrire dans le Telegraph hier, il a dit toutes ces discussions sur le fait que la Russie perd, c'est fou. Il a même dit cela. Donc, quand vous avez le général Jaluzny qui dit qui dénonce cette campagne de propagande, eh bien, vous réalisez vraiment la situation dans laquelle on est. Et je vais retourner vers l'Iran également. Et ce qu'a dit Donald Trump, il dit l'Iran maintenant supplie pour avoir des pourparlers. Il prétend cela. Et les funérailles des derniers 7 jours en Iran, et avec l'enterrement hier à Mashhad de Ali Khamenei, c'est sans précédent, sans aucun précédent dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un événement comme cela dans l'histoire du monde, où il y a 40 à 45 millions de personnes qui sont sorties pour ce mémorial pour un leader. Ce n'est pas juste des gens qui étaient obligés d'être là. Ces gens sortent avec... Ils sont en noir, avec un degré, des températures énormes, en fait.
Et donc j'invite des gens à essayer de le faire. Eh bien, ils y sont allés et ils chantaient pour la revanche, la revanche, la revanche. Et cet événement, si vous voyez, si vous mettez l'attaque surprise, je dirais que c'est comparable, mais bien plus important à la réaction des États-Unis au moment de Pearl Harbor. L'attaque de Pearl Harbor a fait changer les États-Unis, et parce que les États-Unis étaient anti-guerre, mais il y a eu un changement avec cette attaque sur Pearl Harbor. Ça a changé la trajectoire des États-Unis pour les 80 années suivantes, allant vers les États-Unis étant cette puissance hégémonique aujourd'hui. Mais c'est ce que je suggère aujourd'hui, c'est que la transformation de l'Iran d'une victime à maintenant une force qui a réagi, qui a répondu, résisté à l'attaque américaine. Et la réponse de l'Iran a répondu d'une façon que les États-Unis ne peuvent pas arrêter les missiles balistiques iraniens. Ted Postol, dans une discussion avec Denis Dennis, il y a quelque temps, il y a récemment, il a expliqué comment Israël dépend pour 2 tiers de la défense aérienne américaine, mais que les Patriots et THAADs ont intercepté seulement 10% des missiles. Donc, en d'autres termes, les États-Unis, les systèmes américains et israéliens ne marchent pas. Ils n'amènent aucune garantie sérieuse de protection. Donc, avec cela, l'Iran est maintenant réellement amené les États-Unis à l'extérieur du Golfe Persique. Et la flotte américaine à Bahreïn a été décimée. Cette base. Avant, on pouvait émettre des porte-avions là-bas. Maintenant, on peut rien envoyer là-bas sans se faire frapper. Également pour notre base au Qatar. J'étais en 2006 là-bas. C'était toujours un centre de logistique très important. La porte vers l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak. Ils ont aussi créé un système, un différent centre qui permettait de surveiller le trafic aérien, le trafic des missiles dans une zone qui va de l'est vers l'Inde, à l'ouest, au-delà de Chypre, au nord vers la mer Noire russe. Donc une zone immense. Et donc différents systèmes de radars de cette base ont été détruits, qui coûtent des milliards de dollars. Donc maintenant, c'est en Caroline du Sud que ces systèmes ont été réinstallés, ont été délocalisés. Donc voilà, on n'est plus capable d'utiliser cette base comme on le faisait avant. Et je vais m'arrêter là. Et donc la vraie question, c'est le pétrole. Et donc l'oil et le pétrole lourd. Les États-Unis sont exportateurs de pétrole lourd. Nous en avons beaucoup, nous pouvons l'envoyer en Europe, nous pouvons exporter. Le problème, c'est que nos raffineries, 70% de nos raffineries sont faites pour gérer seulement du pétrole lourd. En d'autres termes, les États-Unis sont un importateur, importent du pétrole lourd en fait, et c'est utilisé pour faire du diesel et du fuel de l'aviation. Et sans ce pétrole lourd, vous ne pouvez pas avoir pour les avions,
et pour le diesel. Et donc, avec tout ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, ça a mis en mouvement toute une chaîne d'événements. J'avais pensé, donc, il y a eu des réserves à l'extérieur. Il y avait toujours des tankers après la fermeture. Ça a pris 40 jours, 40 à 45 jours pour ces tankers d'arriver à leur destination finale aux États-Unis, par exemple, pour ceux qui sont arrivés aux États-Unis. C'était le 7 avril. Cette période. Et c'est exactement au moment où les États-Unis ont voulu faire un cessez-le-feu, car c'était le moment où les États-Unis ne pouvaient plus recevoir de pétrole lourd de l'extérieur. Et anticipant cela, le secrétaire à l'énergie, le 11 mars, a émis des ordres pour sortir des réserves de pétrole, donc des grandes réserves qui sont 4 endroits au sud des États-Unis. Donc, ils ont pris ces réserves. Et donc, il faut pomper de l'eau, il dit, pour faire remonter ce pétrole. There were an estimated, I think, 280 million barrels present in those reserves. Donc, 280 millions de barils de réserves sont apparemment là-bas. Donc, le 11 juillet, eh bien, nous aurons pris déjà une bonne partie de cette réserve. Et en fait, et donc il reste en fait maintenant du pétrole lourd, mais en fait on peut pas prendre tout. On peut pas prendre tout en fait dans cette réserve. On doit en laisser une partie en permanence. Donc on fait face à un problème pour produire du diesel, et donc on a vraiment des problèmes qui arrivent. Et donc nous avons des leaders qui continuent à mentir à la population américaine. Ils sont soutenus par les médias qui soutiennent ces mensonges. Et donc heureusement qu'il y a des groupes comme le vôtre qui essayent de faire sortir la vérité. Donc merci. Merci à vous vraiment, Larry, pour cela. Donc, pour donner un sens de ce qui se passe, c'était très, très utile, pas juste pour nous, mais pour les gens à travers le monde, pour qu'ils entendent cela. Je vais donner la parole à El Ghazep-Larouche, et donc qui va pouvoir donner des réflexions sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Eh bien, dit El Ghazep-Larouche, je pense que beaucoup de choses ont été mises sur la table. Mais je voudrais demander à tous les intervenants qui ont parlé, étant donné que nous semblons tous converger vers une analyse similaire, et que le problème du discours officiel, c'est un grand problème. Il y a une guerre d'information qui a été modernisée, il y a une manipulation qui est entrée dans un nouveau niveau maintenant. Donc, ce n'est pas que l'information ne sort pas de temps en temps. Par exemple, vous vous souvenez des provocations par le Washington Post sur les Afghanistan Papers. C'était en 2019. Et il y a eu 2 milliards de dollars qui ont été dépensés en Afghanistan par les États-Unis, et le Washington Post a publié des interviews avec des généraux, et ils disent: nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions là-bas, nous ne savions pas qui était l'ennemi, nous étions en train d'avancer dans le brouillard sans savoir ce que nous avions à faire. Et comme Larry, tu l'as dit, toutes les guerres des États-Unis ont été perdues. Le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, l'Ukraine, maintenant l'Iran, maintenant. Et pourquoi est-ce que cela ne fait pas réagir sur les leaders politiques? Et pourquoi est-ce que la population est si facilement manipulée?
Et qu'est-ce que nous devons faire pour changer cela, pour les toucher? Et donc, nous avons les compétences, mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas accès à tout cela, et il ne faut pas que l'humanité soit perdue. Donc, selon vous, je voudrais vous demander qu'est-ce qui doit être fait de plus? Donc, cette question s'adresse à n'importe quel des intervenants qui veut répondre. Yes, I think this is the Donc, reason why I Édouard spoke of this Husson manipulation of dit, the j'ai minds. parlé de I ces mean, manipulations when we des come esprits. to internal Je politics in France, perhaps you follow, j'en viendrai à la the politique interne en events France. with, the Peut-être que vous fact avez that, suivi les événements political leader of sur le fait que le leader Marine Le politique Pen, de la droite, de l'extrême droite, she Marine Le may Pen, be able to run for president in elle sera spite peut-être of candidate, being, pourra peut-être être not candidate being à la prosecuted, présidentielle, malgré qu'elle a few soit months ago condamnée. Et, for the way she used elle a été the condamnée il y money a of quelques the mois European pour la Union. façon dont elle a utilisé l'argent du Parlement européen, When I de think about son the parti. establishment Et reacting donc, collectively and il y a trying to l'establishment escape qui a réagi the verdict of collectivement the à people, essayer I can fully understand de that s'échapper du their verdict initial plan had des been gens. to Et je prevent her from peux running. comprendre que leur plan But suddenly they initial say, a peut-être they été need a fight. What is the biggest de danger l'empêcher d'être candidate. Mais en for fait, the ils ont establishment besoin in d'une France? bataille. Quel est le State plus grand danger de coalition l'establishment of, en let's France? say, C'est qu'il y ait une I would say coalition, people, disons, the popular class une in coalition town de la and classe in the populaire countryside. des villes et des What campagnes. Et other sociologists have called the il y a les periphery France sociologistes and France of the qui ont appelé métropole. cela la France You périphérique et have, la France you have de popular classes métropole, that have common interests. qui But sont the séparées. Il y aim a of the des classes establishment populaires qui ont is des classes preventing similaires, des intérêts coalition. similaires, mais And how they do l'objectif, that? c'est d'empêcher qu'ils se coalisent, ces classes populaires. Et comment ils font cela? Ils font cela à travers des débats ethniques. Est-ce que vous êtes pro ou anti-immigration? C'est un débat totalement absurde quand vous savez qu'il y a en fait une immigration de masse en France qui est autorisée par le gouvernement. Donc, la question, c'est est-ce que nous devrions le limiter ou intégrer les gens qui sont déjà ici? Et le fait qu'il y ait un combat, et chaque parti politique, maintenant, mène cette bataille, et cela empêche d'adresser les vrais sujets de la guerre et de la paix, de l'inégalité sociale, de la désindustrialisation de la France. Et je dois dire que même si je pense que Madame Le Pen, elle est peut-être une politicienne intelligente, mais qu'est-ce qu'elle ferait dans la politique étrangère? Elle serait totalement alignée sur l'establishment, car elle veut être capable de gouverner. Et elle sait que si elle parle pour la paix en Ukraine ou pour la paix au Moyen-Orient, elle sera tellement attaquée que peut-être des gens vont trouver un moyen de l'empêcher d'être candidate. Donc, je pense que c'est une situation, et j'insiste sur les pays, dans les pays occidentaux, nous voyons que nous voyons ici que les gens du Sud global se lèvent, et en Occident, nous devons empêcher nos dirigeants d'empêcher une catastrophe. Nous devons nous débarrasser de ces dirigeants, et nous ne le ferons, n'y arriverons jamais si nous nous laissons diviser comme ils le veulent, et nous poussons les gens à haïr l'islam, à haïr d'autres civilisations. C'est la même dans la politique interne en France. Nous avons créé une situation où, un côté, si vous vivez à la campagne, vous devez détester les gens qui vivent à la campagne, et de la même manière, si vous vivez à la ville, vous devez détester les campagnes. C'est très vrai. Merci. Merci, Edouard. Donc, s'il y a d'autres personnes, elle dit que d'autres peuvent réagir s'ils le veulent, d'autres intervenants. Donc, nous avons écouté Édouard Husson, professeur historien, rédacteur en chef du bulletin d'information Brennus.
Et Denis Speed parle d'une résolution qui est au Congrès américain. Et donc, il y avait Kucinich était très clair. Il a dit il faut contacter le Congrès pour, par rapport à une loi qui passe aux États-Unis actuellement, mais qu'il faut contacter les élus pour faire pression. Il y a les VIPs, les vétérans du renseignement pour un retour à la raison. Ils ont été formés dans l'intention d'arrêter la guerre en Irak en 2003 à l'époque, et Ray McGovern et d'autres ont joué un rôle important. Et demande à Larry s'il a quelque chose à dire. Larry Johnson dit, j'ai toujours l'espoir qu'il y ait de la raison pour persuader les gens de changer ce qu'ils font. Mais malheureusement, je pense que la plupart de notre leadership au niveau national et international qui se comportent comme des drogués, des alcooliques, et quel que soit le niveau où vous essayez d'intervenir pour les changer, c'est seulement quand ils s'effondrent et qu'ils atteignent un moment de vie ou de mort qu'ils arrivent à réaliser un peu que je ne peux plus continuer comme ça, je dois changer. Donc, je pense que on peut faire des choses pour changer les choses, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, pour sortir les informations, faire connaître les choses. Et je pense qu'il y a une tendance pour les gens de croire que quelqu'un qui est comme le président ou le vice-président ou le secrétaire d'État ou un vice-président, vice-secrétaire d'État, un sénateur qui a une position législative élevée ou le chef de l'OTAN, ils croient qu'ils ont des renseignements spéciaux, pas juste des informations, mais qu'ils sont intelligents, qu'ils sont comme s'ils avaient des compréhensions, des capacités surhumaines de comprendre les choses, pour comprendre les choses que les autres n'ont pas, que la population normale n'a pas. Mais en fait, non, voilà, il faut comprendre que ces gens, il y en a parmi eux qui sont complètement stupides et ils ont l'illusion. Mais en fait, il y a plein de gens autour d'eux qui leur disent « Ah, vous êtes super, vous êtes intelligent », et qui ne leur disent pas la réalité. Et donc l'Iran, la réalité, c'est que l'Iran ne manque pas de missiles balistiques. L'Iran a des missiles balistiques qui sont très profondément enterrés dans le sol. Nous ne pouvons pas les atteindre. Et quand j'ai entendu il y a 2 jours, la nouvelle qui est sortie, que le commandement américain a conduit un raid sur des sites nucléaires pour prendre le contrôle de l'uranium enrichi. Enfin, ils ont étudié un plan pour cela. J'étais impliqué à l'époque, quand je travaillais au renseignement américain, j'avais fait une étude sur est-ce que ça serait possible de le faire, justement, exactement cela. Et le résultat de cet exercice, nous en sommes sortis en disant ne le faites pas, c'est trop dangereux, ça va causer trop de morts et ça ne marchera pas. Et le rapport qui est sorti l'autre jour, c'est que, basiquement, que le centre de cette mission a également dit la même chose, c'est trop dangereux, on perdra trop de gens, on ne pourra pas le faire, ça ne marchera pas. J'aurais pu leur dire cela, je leur ai dit il y a 20 ans. Donc nous avions déjà cette information. Le problème, c'est que quand vous avez des leaders qui sont concernés par leur propre hubris, qui sont complètement qui ne veulent pas, ils ne voient pas la réalité, ne voient pas les faits. Et donc, on a ce désastre que nous voyons face à nous sur de multiples fronts. Et l'autre jour, quand Donald Trump
disait, on disait à Zelensky, on va vous donner tout le composant et vous construirez vous-même des missiles patriotes. Et donc déjà, cela prend, s'il y a 20, 30 donc des sous-traitants qui fabriquent, qui participent à faire cela, cela prend 2 ans pour construire un missile patriote. Et donc on va donner ça à l'Ukraine, bonne chance pour qu'ils arrivent à le faire. Et donc d'ailleurs, certains de ces composants viennent de minéraux qui viennent seulement de Chine. Et donc non, on n'envoie plus ces composants, en fait, on les garde pour nous. Donc on propose de faire une chose qu'on ne peut pas faire, en fait. C'est comme vendre le pont de Brooklyn et on n'en aura plus, on n'en a qu'un. Et donc on parle de choses irréalistes, de vendre des choses qu'on n'arrive pas à produire en suffisance, même pour nous-mêmes. Et donc, par exemple, Trump propose des avions militaires donc à la Turquie. Les F-35 maintenant ont une efficacité de combat qui sont pas très bons en fait. Donc on va donc on va vous envoyer ces avions, mais la plupart ne fonctionneront pas. Et d'ailleurs, les radars qu'on doit mettre dessus, bon ben en fait, on n'est pas capable de les faire fonctionner en grande partie. Donc on n'a jamais eu des leaders aussi éloignés de la réalité que ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc la seule solution, c'est qu'il faut, Helga, il faut continuer ce que vous faites, continuer à réunir les gens pour parler de tout ça, et peut-être espérons qu'à un point, ils vont se réveiller. Ça va lever une compréhension générale de la situation. Merci, Larry. Elle fait plusieurs points. Et oui, que certains de nos leaders sont alcooliques, oui, c'est sûr. Et c'est basé sur leur comportement. Et c'est un grand problème que l'on fait face auquel on fait face aujourd'hui. Et aussi d'ailleurs, Diane Sawyer, qui est candidate à la présidentielle aux États-Unis de manière indépendante, elle vient de faire un tract que les gens peuvent distribuer, que les gens distribuent à travers le pays. Elle demande aux gens. Elle demande justement aux gens d'appeler leurs congressistes et ce ne sera peut-être pas une discussion plaisante, mais elle dit, elle appelle les Américains à appeler leurs congressistes et à leur dire d'arrêter cette loi folle. Je crois que c'est la loi qui veut fusionner en partie l'armée américaine et l'armée israélienne. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui sortent en panique, des gens qui sont totalement pourtant contrôlés par le système, mais qui disent en fait tout de même, qui réagissent malgré tout face à l'énormité de la chose. Donc si lui sort en disant que il dit cela, notamment parce qu'il y a ces électeurs qui disent quelque chose en fait, donc il est obligé de réagir. Donc, eh bien, c'est important de faire pression sur les élus. Évidemment, c'est la même chose, quel que soit le pays dans lequel on vit. Il faut toujours contacter les élus pour faire pression, pour arrêter ce chaos. Donc, elle demande s'il y a encore quelqu'un dans les intervenants qui aurait une réflexion à faire avant de passer à la période de questions-réponses. Et donc, sinon, nous allons passer à la période de questions-réponses. Et si vous suivez sur YouTube, il faut être connecté sur Zoom pour suivre la discussion. Elle est uniquement sur Zoom. Et donc, dans la description de la vidéo YouTube, le premier lien, dans le premier message, il y a le lien Zoom, tout simplement. Il suffit de cliquer dessus pour se connecter à Zoom, pour pouvoir suivre la discussion, la période de discussion. Et il y a de nombreux autres liens aussi importants